En fait, je pense qu'on peut commencer, hein. On peut dire bonjour au monde. J'espère que tout le monde a bien, mangé. Nous sommes rendus déjà à 258 participants. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde et nous allons, juste un petit mot pour vous dire on continue, vous n'avez pas accès à vos caméras ni à votre micro étant donné que nous sommes en webinaire. Toutes les, questions que vous avez, mettez-les dans le clavardage. Nancy va répondre aux questions à mi-parcours et un petit peu à la fin, mais aussi va vous faire une belle surprise de vous envoyer un YouTube pour répondre aux questions qu'il y aura sur le clavardage. Donc, si vous avez des questions, ne pas oublier de le mettre dans le clavardage. Aussi, la présentation de Nancy sera sur le site du CPIQ. Donc, vous pourrez aller chercher les présentations, en fait, de tous les animateurs qu'on a eus de la journée seront sur le site du CPIQ. Donc, je laisse Angie présenter Nancy et après, ben, on commence. Bonne journée, bon après-midi. Alors, merci Martine. Mon nom est Angie Sirois, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires d'Émile-Île. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire qui va être animé par Madame Nancy Goyette. Nancy Goyette qui détient un doctorat et professeure et chercheuse au département des sciences de l'éducation et de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Goyette s'intéresse principalement au bien-être en enseignement, excusez-moi, à la construction identitaire chez les enseignants et au concept de bienveillance dans les institutions éducatives. Elle développe aussi notamment la psychopédagogie du bien-être qui étudie en fait l'impact de l'enseignement et de l'apprentissage du bien-être chez les enseignants, les élèves et sur l'environnement scolaire. L'une de ses recherches financées par le Fonds de recherche Société et Culture explore la construction identitaire qui favorise en fait le bien-être chez les enseignants novices lors de leur insertion professionnelle. Elle est co-directrice de l'ouvrage collectif intitulé Le bien-être en enseignement, tension entre espoir et déception. Elle est membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de psychologie positive et du regroupement québécois de psychologie positive. Elle est engagée activement dans la diffusion des connaissances scientifiques dans ce domaine d'ailleurs, et plus spécifiquement en éducation. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Mme Nancy Goyette. Je vous souhaite une très belle conférence. À bientôt. Bonjour à tous, je suis vraiment contente de partager ce petit moment avec vous, puis j'espère que ça va créer du sens et vous aider à cheminer en cette année scolaire qui est quand même assez difficile. Donc, je vais vous entretenir de mon sujet préféré qui est le bien-être en enseignement, bien entendu. Et je vais essayer de vous faire, dans le fond, découvrir que oui, c'est possible malgré tout. Donc, c'est parti. Ah, je vais mettre mon diaporama. Hein, je crois que ça va aller mieux. Hein, Attendez 2 secondes. Le diaporama est en train de se télécharger. Ah, là, ça va aller mieux. Donc, ça, c'est les petits, les petits problèmes d'Internet puis de toutes ces petites interfaces-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du bien-être des enseignants en formation professionnelle en temps de pandémie. Ce bien-être-là, ben, il faut construire une émotion à la fois, bien entendu, parce qu'on sait très bien que la situation actuelle n'est pas toujours très propice au bien-être. Donc, mon intention, attendez 2 secondes. Oh, bon. Donc, mes intentions de l'atelier ou de la conférence aujourd'hui, c'est d'aborder la question du bien-être des enseignants en formation professionnelle en explorant les forces de caractère, mais aussi d'explorer certaines situations et réfléchir à des moyens de gérer les émotions ressenties en contexte de travail pour mieux s'adapter quotidiennement. Donc, c'est un petit peu la mission que je me donne aujourd'hui. On va faire un petit atelier brise-glace pour essayer de réfléchir justement à la question du bien-être. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de regarder cette toile et de me dire quelle émotion émerge. Donc, quand vous la regardez, quelle émotion émerge en vous. Donc, j'aimerais ça avoir quelques réponses en clavardage, si c'est possible. Donc, on a le stress, on a la panique, on a la peur, la panique, la stupeur, la curiosité, on est apeuré, inquiétude, détresse,
stupéfaction, surprise, l'inconnu, l'impuissance, l'incompréhension, le désir, être surpassé, l'admiration. Je vois que vous êtes quand même en feu, c'est vraiment génial. Donc, vous voyez que la perception que vous avez de cette toile-là, elle est très différente d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont dire le désarroi, d'autres personnes l'étonnement. Il y en a d'autres qui vont associer ça à une émotion qui est plus positive, à être heureux ou la joie. Donc, ce qui est intéressant de voir à travers ça dans le petit exercice, c'est que la perception que l'on a de la toile, elle diffère d'un individu à l'autre. Et juste pour vous faire une petite capsule historique, c'est le peintre français Gustave Courbet qui a peint cette toile-là quand il avait 24 ans. Donc, ça a été peint en 1843-45. Et il a fait son autoportrait. Et cette toile-là, elle a comme titre Le Désespéré. C'est un peu étrange et on a l'impression aussi qu'à travers cette toile-là, il va nous faire passer une émotion. Et vous voyez que vous, comme vous l'avez perçu, elle est très différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un autoportrait. Et vous avez à côté la photo du peintre 20 ans plus tard, si on veut. Vous voyez qu'il y a des similitudes. C'est sûr qu'il a vieilli d'à peu près 20 ans, mais il y a des similitudes par rapport au physique, mais il y a aussi des différences. Donc, vous pouvez remarquer quelles pourraient être les différences. Puis, malgré ça, on se rend vraiment compte que en faisant notre autoportrait, on va mettre sur la toile un peu les représentations que l'on a de nous-mêmes. Ici, il voulait nous représenter peut-être une émotion qu'il vivait. Donc, les représentations que l'on a de soi ne sont pas nécessairement toujours les mêmes ou copies conformes à ce que l'on est en réalité. Donc, les gens nous perçoivent d'une certaine façon, puis nous, comme personne, comme individu, on se perçoit d'une autre façon. Donc, ici, ce qui est intéressant, je trouve, de remarquer, c'est qu'il percevait, lui, le désarroi dans cette image-là, et il s'est peint, mais on voit qu'il ne s'est pas peint, pas fait comme une photo. Tu sais, des fois, il y a des peintres qui ont beaucoup, beaucoup de talent, puis, je ne sais pas qu'il n'y a pas de talent, parce que je trouve ça extraordinaire comme toile, mais qui vont vraiment copier, coller l'image, tandis que là, ici, on voit qu'il y a certaines différences, mais ça représente quelque chose qu'il ressentait au niveau des émotions. Donc, ça m'amène à vous parler un petit peu des représentations. Les représentations, quand on parle de ça, c'est vraiment de comprendre que c'est des outils cognitifs d'appréhension de la réalité, puis aussi d'orientation des conduites. Tout le monde a des représentations et ces représentations-là vont souvent nous mener à agir, à faire des choses parce qu'on a perçu que c'était comme ça la réalité. Okay? Et pour les enseignants, ben, les représentations qu'on a, ben, ça peut être considéré comme des moyens à partir desquels on structure notre comportement d'enseignement et d'apprentissage. Donc, on va se représenter, c'est quoi notre rôle, on va se représenter certaines situations pédagogiques, puis c'est ça qui va nous guider à agir comme enseignants au niveau de nos stratégies d'enseignement, puis aussi d'intervenir au niveau des apprentissages de nos étudiants ou de nos élèves. Donc, la représentation, elle est quand même assez importante, surtout quand on parle de bien-être. Et ça, on va en discuter un petit peu plus tard là, dans la présentation. Donc, on sait que c'est pas facile de travailler en formation professionnelle. J'avoue que je suis pas une spécialiste de l'ordre d'enseignement professionnel. Je me suis un petit peu documentée. Je suis allée voir des travaux de chercheurs spécialistes là-dedans. On sait que vous éprouvez plusieurs problématiques concernant la conciliation études, famille, emploi des étudiants. Beaucoup de vos programmes vont solliciter les services des étudiants dans le milieu à cause de la pandémie. Je pense entre autres aux préposés aux bénéficiaires, aux gens là, qui vont travailler dans les hôpitaux, les gens qui travaillent dans les épiceries. Donc, on le sait que depuis la pandémie, c'est vraiment un problème parce qu'au niveau de la formation professionnelle, ça a amené des gros défis. Il y a aussi la formation à distance qui est un défi pour vous parce qu'il y a de nombreux ajustements à faire didactiques. Il y a de nombreux élèves qui n'ont pas nécessairement tout l'équipement requis. Donc, c'est quand même un défi. On a aussi l'acquisition des compétences à distance. Beaucoup de vos programmes requièrent des compétences manuelles
Et on ne peut pas apprendre un métier à distance souvent. Quand je pense à la mécanique auto, je pense à des métiers où on a vraiment à manipuler des outils. On a bien beau vouloir faire de la formation à distance. Certains, peut-être en théorique, sont possibles, mais on s'entend qu'au niveau de l'acquisition des compétences manuelles, il faut être en présence, on n'a pas le choix. Ensuite, on a la réorganisation des calendriers de formation. Je sais qu'il y a des stages, ça a chamboulé tous les stages. Les mesures de distanciation sociale, c'est quand même un gros défi aussi dans votre milieu. Puis il y a certaines dimensions de la formation qui ne sont pas abordées parce qu'on doit pratiquer sur des personnes. Je pense à l'esthétique, la coiffure. Donc, tout ça, ces défis-là vont s'ajouter à des défis que vous aviez comme enseignant au départ. Parce que vous êtes des enseignants qui étudient pour plusieurs d'entre vous, qui veulent avoir leur baccalauréat, leur brevet et tout ça. Donc, vous êtes dans une situation quand même assez particulière et tout ça amène quelquefois beaucoup de mal-être, de stress, d'anxiété. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques petites avenues pour essayer de peut-être renverser la vapeur si toutefois vous ressentez des émotions désagréables reliées à tous ces défis que vous rencontrez. Donc, on peut se poser la question suivante. Quelles sont vos représentations de votre rôle d'enseignant ou d'enseignante devant les nouveaux défis engendrés par la pandémie? Parce que à l'arrivée de la pandémie, tous les enseignants de tous les ordres d'enseignement se sont retrouvés devant certains gouffres. Hein? On avait nos habitudes, on avait nos façons de faire, on avait nos stratégies pédagogiques. Et là, on se retrouve devant un gouffre, puis ça a duré quelques jours, quelques semaines pour plusieurs, à se demander, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout, là, à la fin mars, là, quand on a confiné, on ne s'attendait pas à ça. Là, il a fallu repenser un petit peu, c'est quoi mon rôle comme enseignant? Là? Mon rôle, c'est vraiment d'enseigner les techniques là, pour le programme en formation professionnelle. Mais là, ça ajoute la formation à distance. On n'était pas nécessairement compétent au niveau de ça. Ça ajoute beaucoup de défis, surtout au niveau de la clientèle, parce qu'on sait que la clientèle éprouve pour certains, beaucoup de difficultés au niveau des apprentissages au départ. Donc là, quand on arrive avec la formation à distance, avoir à gérer, changer les choses, c'est pas super facile, puis beaucoup d'absentéisme de ces étudiants-là qui doivent aller dans les milieux pour aider au niveau de la pandémie. Donc, vos représentations sont quand même assez importantes pour réussir à évoluer quand même, puis développer en quelque sorte votre identité professionnelle par rapport à ce défi-là. Donc, l'identité professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est de façon générale, c'est comme enseignant, vous allez évoluer dans votre profession enseignante et toutes les représentations que vous avez par rapport à cette profession-là vont être teintées de ce que vous êtes. Donc, l'identité personnelle, ce que vous voyez en vert. Donc, ce que vous êtes comme personne, vos croyances, vos valeurs, vos attitudes, vos aspirations, vos buts. Et tout ça, ce que vous êtes, parce que vous êtes votre propre outil de travail, ça va faire en sorte que vous allez aussi avoir à vous intégrer dans une équipe de travail de profs, d'enseignants, puis aussi avoir des savoirs de la profession, des savoirs didactiques, pédagogiques. C'est pas super facile. Vous avez peut-être exercé un métier pendant des années, mais enseigner, c'est pas seulement donner de la matière, hein? C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, vous avez aussi à vous intégrer dans des équipes, dans des idéologies de programme, aussi les demandes sociales. Et là, on voit que la pandémie amène des demandes sociales quand même assez grandes. Parce qu'on veut qualifier les étudiants, on voudrait que l'éducation continue, mais on a quand même des grosses barrières, si on veut. Donc, d'un côté, vous avez votre identité professionnelle, de l'autre, vous avez l'identité sociale, c'est-à-dire comment vous vous représentez votre milieu de travail. Puis, il y a des remises en question constantes. Donc, les remises en question, elles sont souvent quotidiennes. Les remises en question, ce n'est pas nécessairement sur ce que vous êtes en tant que personne. Là. Vous n'êtes pas toujours en train de vous remettre en question comme individu, mais il y a souvent des remises en question par rapport à vos stratégies pédagogiques, par rapport à votre façon d'interagir avec les élèves, par rapport à la façon de travailler avec vos collègues de travail. Et quand on arrive en temps de pandémie, où là, il faut repenser
la façon dont ça fonctionne, les cours aux professionnels. Ben, vous devez vous asseoir aussi avec les directions de programme, savoir comment ça fonctionne, puis dire, ben, il faut qu'on continue, mais on ne peut pas continuer comme avant. Il y a beaucoup de changements, puis on doit toujours s'adapter. Donc, les remises en question sont toujours là parce qu'on se questionne quotidiennement, savoir, ben là, ce qu'on fait, est-ce que nos élèves apprennent? Est-ce qu'ils vont être vraiment compétents quand on va les diplômer? Donc, il y a plein de questions qui viennent en scène. Et ça contribue à votre développement identitaire, bien entendu. Mais parfois, ça va être raccroché à des émotions qui sont peut-être des fois désagréables. Parce que la remise en question va souvent jouer dans des zones qu'on n'a peut-être pas envie d'aller jouer. Ça va jouer dans nos certitudes, ça va jouer dans certains endroits où est-ce qu'on est mieux pas en parler, mais la pandémie nous oblige à aller de l'avant. Donc, ça amène des fois certaines émotions négatives. Ensuite, j'ai une petite question aussi. Malgré tous ces défis et ces impacts sur la profession enseignante, est-ce possible de ressentir du bien-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à cette question? Est-ce possible de ressentir du bien-être? Et si oui, comment? Donc, juste peut-être me mettre un mot rapidement. Puis ça se peut que ça soit non aussi, hein? Vous pouvez, là, parce que vous allez voir que la condition du bien-être, c'est aussi d'être conscient de ce qui fait en sorte qu'on n'est pas bien. Donc, c'est pas de se dire, ah ben, moi, là, j'ignore toutes les émotions négatives dans ma vie, puis moi, je vis sur mon nuage avec mes licornes, là. C'est vraiment pas ça l'approche que je préconise. Pour avoir une bonne santé mentale, ressentir du bien-être, il faut être conscient des choses qui ne vont pas bien, justement pour construire, apprendre, puis développer un bien-être optimal. Donc ça, c'est vraiment là, c'est vraiment ce qui est la façon de voir mes perspectives. On dit oui, il faut conserver une vie personnelle, il faut avoir de la bienveillance envers les travails, il faut concrétiser les stages malgré la pandémie, il faut continuer à aller de l'avant. Il faut avoir des bonnes relations avec les élèves, puis il ne faut pas que ça change. Donc, il faut avoir un équilibre personnel et professionnel. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, relever des défis, pour certaines personnes, ça peut générer du bien-être. Il y a des personnes qui sont moins bien avec les changements rapides. Il y a des gens qui sont très bien avec ça, puis que ça va être un moteur justement pour aller plus loin. Donc, il faut bien se connaître. Puis quand on se connaît bien, ben à ce moment-là, on sait où établir nos limites. Aller chercher le meilleur de la nouvelle situation, avoir des nouvelles approches par rapport à ces défis-là. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une belle façon de voir les choses. Parce que les changements que ça amène présentement, ben, ça peut peut-être amener des changements pour le mieux. Maintenant, il faut essayer d'aller explorer qu'est-ce qui pourrait être pour le mieux malgré les irritants, parce qu'il y en a à tous les jours des irritants, bien entendu. Donc, pour parler de bien-être, ben, il faut un petit peu comprendre que le bien-être, c'est un concept qui va être polysémique. Il y a plusieurs définitions par rapport au bien-être. Moi, je me raccroche à la définition de M. Seligman, donc Martin Seligman, qui est un chercheur américain. Lui dit qu'il n'y a pas vraiment de définition du bien-être parce que ça dépend de la perspective qu'on a. On peut avoir une définition selon une perspective religieuse, une perspective philosophique, sociologique, psychologique. Donc, chacun a sa définition du bien-être. Mais maintenant, vu que la psychologie positive est une science, ben, il faut aller mesurer le bien-être. Et pour mesurer le bien-être, il a ressorti des éléments qui vont faire en sorte qu'on est capable de mesurer le bien-être chez certaines personnes. Il a sorti 6 éléments. Le premier élément, c'est les émotions positives. Les gens ressentent du bien-être parce qu'ils vont se rattacher aux émotions positives qu'ils ressentent dans une journée. Donc, pensez dans votre journée aux émotions positives que vous avez ressenties, puis souvent, ça va générer vraiment un bon sentiment, des émotions agréables. Il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement. Il arrive que certains individus, pour ressentir du bien-être, vont être vraiment très, très concentrés à une activité et ils vont vraiment exercer cette activité-là avec beaucoup de passion et le résultat, à la fin de l'activité, va les satisfaire beaucoup puis va générer du bien-être.
ce qu'on appelle le flow. C'est une théorie là, qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Csikszentmihalyi et qui démontre qu'il y a des personnes qui vont sentir du bien-être comme ça. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui adore faire de la randonnée pédestre, qui part toute une journée en montagne. Bien souvent, vous faites votre activité, vous en profitez, puis à la fin de votre journée, vous êtes vraiment satisfait. Donc, c'est un petit peu là, ce que ça veut dire l'engagement selon Seligman. Ensuite, on a les relations positives. Les relations positives vont vraiment générer du bien-être chez certaines personnes, puis il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ça. Tantôt dans le chat, quand on voyait, ben, il faut vraiment s'arranger pour avoir un bon lien avec nos élèves, puis que ce lien-là ne soit pas brisé à cause de la pandémie. Ben, c'est que pour certains enseignants, c'est primordial pour ressentir du bien-être d'avoir des bons liens avec ces élèves-là. Donc, c'est un élément du bien-être. On a le sens. Le sens, c'est vraiment d'être capable d'arrimer nos valeurs, nos croyances et de se faire un sens de ce que l'on fait. Et les enseignants ont besoin d'avoir du sens dans leurs actions, dans tout ce qu'ils font quotidiennement pour réussir à persévérer, pour réussir à être motivés au travail. Donc, le sens, c'est ça. Ensuite, l'accomplissement. Il y a des gens qui vont ressentir du bien-être vraiment en s'accomplissant comme personne. Ils vont se mettre des objectifs, puis là, tout le processus pour arriver à cet objectif-là va vraiment générer du bien-être par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, c'est un autre élément. L'élément qui est développé dernièrement par Seligman et son équipe, c'est la vitalité. Parce qu'on s'est rendu compte que le bien-être, c'est pas seulement un bien-être psychologique qu'il faut développer, mais aussi un bien-être physique. Donc, on se rend compte que la vitalité ou prendre soin de sa santé, c'est vraiment nécessaire pour avoir un bien-être optimal et global. Donc, beaucoup d'individus vont faire du sport, vont avoir une belle hygiène de vie, donc vont bien dormir, bien s'alimenter, prendre le temps de relaxer. Et ça, des fois, comme enseignant, c'est des choses qu'on fait peut-être moins parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais pourtant, c'est un élément qui est vraiment important pour ressentir du bien-être. Donc, chaque individu est différent, comme je disais tantôt, tout comme les représentations que l'on a. Et chaque individu va peut-être miser sur certains de ces éléments-là plus que d'autres, tout dépendant de ce que l'individu est, de ses intérêts, de ce qu'il est comme personne, de sa personnalité. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça. Et quand on est au courant qu'il y a des éléments de bien-être comme ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a des forces de caractère. Les forces de caractère, c'est des traits de personnalité cognitifs et non cognitifs que l'on possède comme individu, qui vont vraiment nous aider à développer ce bien-être-là, qui vont vraiment contribuer à ces éléments-là. Donc, les forces de caractère, il y en a 24. 24 forces de caractère que les chercheurs, Seligman et Peterson, ont développées dans des recherches quand même à travers le monde, des recherches longitudinales, où on s'est rendu compte que tout individu, quelle que soit la culture, avait ces forces-là. Donc, les forces de caractère, ça dépend encore de votre personnalité, puis ça dépend de ce que vous êtes. Et il y a certaines forces de caractère chez vous qui vont être plus développées que d'autres. Par exemple, quand ils ont répertorié les 24 forces de caractère, ils les ont vraiment catégorisées en familles. Il y a 6 familles de forces de caractère. Vous avez la transcendance, qui va regrouper, par exemple, l'espoir, l'optimisme, l'humour, la gratitude, donc la spiritualité, la reconnaissance de la beauté. Donc ça, c'est des forces de caractère que certains individus vont avoir vraiment très, très saillantes pour développer leur bien-être. Ensuite, on a connaissance et sagesse. Ça, c'est des forces de caractère comme la créativité, la curiosité, l'amour de l'apprentissage, le discernement, la perspective. Donc, il y a certains individus qui vont cela. Ensuite, on a le courage. Dans le courage, on a l'honnêteté, l'intégrité, on a le courage, bien évidemment, l'assiduité, la joie de vivre, la rigueur, l'énergie. C'est des forces de caractère qui peuvent aider à bâtir notre bien-être. Ensuite, on a l'humanité. Celle-là, souvent, les enseignants l'ont quand même assez fort parce que ça regroupe tout ce qui a rapport avec la gentillesse et la générosité ou ce qu'on appelle la bienveillance. Ensuite, la capacité d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. Cette force de caractère-là, c'est la capacité de créer des liens entre les personnes, d'être capable d'être proche des gens. Donc, comme enseignant, c'est quand même une force de caractère qui est très utile, qui est rattachée fortement aux relations positives que l'on développe avec les élèves ou avec les collègues. On a l'intelligence sociale aussi, donc une école, on vit dans une société, hein, puis l'école, c'est une
une micro-société. Donc, à ce moment-là, l'intelligence sociale est de mise parfois. On a la justice aussi, c'est des forces de caractère comme la citoyenneté, le travail d'équipe, le leadership, l'impartialité. Et finalement, on a la tempérance. Ça, c'est des forces de caractère comme le pardon, la modestie, l'humilité, la précaution, la prudence, la maîtrise de soi et l'autorégulation. Donc, à travers ça, je viens de les nommer. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui pourraient nous dire, en regardant tout ça, quelle serait leur force de caractère? Vraiment celle là, qui ressort le plus. Je vais regarder ça dans le chat. On a une petite question. Existe-t-il des tests pour mesurer ses forces de caractère? J'allais répondre oui. Il y a des tests qui existent. Il y a un test qui s'appelle le VIA Survey. C'est un test qui est vraiment standardisé, c'est-à-dire qu'il sert à, à enrichir certaines recherches présentement. Ce que je pourrais faire, c'est de donner le lien à la fin là, à la fin de la conférence. Je pourrais peut-être l'ajouter à mon diaporama, puis vous pouvez le faire gratuitement. Et ça va vous donner comme quelle est votre force de caractère. Mais là, c'est sûr que ça se peut que ce qui sort, ça ne soit pas nécessairement ce que vous êtes vraiment à 100%, mais au moins, ça vous donne quand même des petites indications. Donc, connaissance, sagesse, humanité, intégrité, la justice, le leadership, être marié. Oui, ça pourrait être une force de caractère. Moi, je trouve que Pierre a beaucoup d'humour. Ça, c'est une force de caractère pour vrai. Ensuite, on a le courage, on a la justice aussi, la transcendance. Donc, ce qui est important dans ce que je vous dis présentement, c'est juste que ces forces de caractère-là sont quand même assez importantes. Et si on s'en rend compte comme enseignant, si on en prend conscience de nos forces, ça va nous aider, surtout quand on a de la difficulté, qu'on se sent peut-être moins bien dans notre milieu de travail ou qu'on vit un petit down, ben il faut se rapporter à nous-mêmes puis se dire, OK, mais moi, là, tu sais, quelle force que j'ai, puis comment je pourrais construire quand même mes zones de bien-être malgré ce qui arrive. Donc, dans les recherches que j'ai faites, dans mon doctorat, j'ai quand même investigué la question à savoir quelle force de caractère les enseignants qui ressentent du bien-être et qui persévèrent ont. J'avais à l'époque interviewé des enseignants du primaire et du secondaire, mais de façon générale, les recherches que j'ai faites ensuite de mon doctorat, ça revient souvent à la même chose. Comme vous pouvez voir, le centre, ce que j'ai découvert dans mon doctorat, c'est que le centre est central. C'est l'élément central pour les enseignants. Les enseignants qui ressentent du bien-être, ils ont élaboré un sens de leur profession. C'est ça qui fait en sorte qu'ils persévèrent. C'est ça qui donne qui leur donne le goût de continuer. Et autour de ce sens-là, il y a des forces de caractère comme le sentiment de compétence qui est ressorti beaucoup. Quand on se sent compétent comme enseignant, souvent ça donne du sens à notre profession, ça nous donne vraiment du bien-être. Ensuite, il y a l'engagement professionnel. Il y a beaucoup d'enseignants qui ressentent du bien-être quand ils s'engagent dans la vie de l'école, quand ils s'engagent dans des projets avec des collègues ou avec des élèves. On a aussi la passion d'enseignement qui revient beaucoup, qui est un élément du bien-être. Sauf qu'il faut faire attention avec la passion d'enseignement parce que on peut être passionné, mais il y a un chercheur de l'UQAM qui s'appelle Robert Valran qui travaille sur le modèle dualiste des passions. Il y a la passion qui appelle harmonieuse, puis il y a la passion qui appelle la passion obsessive. Il faut faire attention avec les passions parce que quand on vit dans une passion harmonieuse, ça veut dire qu'on fait un équilibre personnel et professionnel comme enseignant. On va faire attention à nos sphères de vie et on va vivre notre passion de l'enseignement à travers ça parce qu'on trouve des moyens d'être efficient, parce qu'on sait quand s'arrêter, on élabore nos limites. Le problème qu'on vit des fois en enseignement, c'est qu'on est des passionnés obsessifs. Donc, à ce moment-là, on va mettre de côté beaucoup de sphères de notre vie. On va vraiment se concentrer seulement sur... Et souvent, la passion peut, pour certains individus, conduire au burn-out. Parce qu'on fait juste ça, on ne trouve pas des moyens ou des stratégies des fois, de laisser poser les choses, de faire autre chose, d'entretenir des bonnes relations avec notre famille, nos amis, nos conjoints. Donc,
la passion dans l'enseignement, c'est bien beau de dire ça, mais il faut quand même prendre en considération que ça peut être un élément qui va mener à une santé mentale qui va être moindre si on ne fait pas attention à nous, si on est trop passionné, si on veut. Ensuite, les émotions positives et les relations positives, là, ça a été des choses qui sont ressorties vraiment là, de mes recherches. Et autour de ça, vous voyez les forces de caractère. Donc, l'autorégulation, c'est vraiment une force de caractère très forte chez les enseignants. C'est-à-dire être capable de réfléchir sur ses actions, d'essayer de trouver des solutions quand ça n'a pas bien marché. Donc, l'autorégulation, c'est vraiment une force de caractère très forte. La persévérance, bien entendu, la bienveillance, la capacité d'aimer et d'être aimé, puis aussi la créativité. La créativité, c'est génial, puis ça génère beaucoup d'émotions positives. Puis je vous dirais que pendant la pandémie, la créativité va beaucoup aider les enseignants, certains enseignants, à continuer justement parce qu'ils se rendent compte que vu qu'on est dans une situation où on doit inventer des choses, qu'on doit trouver des solutions, qu'on doit penser l'enseignement autrement et l'apprentissage aussi, ben, eux, ça génère vraiment du bien-être parce qu'ils créent des nouvelles façons, des nouvelles stratégies pour enseigner. Ils vont créer aussi des choses pour favoriser les apprentissages des élèves. Et ça, ben, ça les rend fiers. Donc, ça amène une certaine satisfaction au travail malgré les difficultés. Donc, on en est encore avec notre identité professionnelle. Tantôt, je parlais d'identité professionnelle, mais en sachant que le bien-être existe et en sachant que des forces de caractère, bien, on peut développer une identité professionnelle positive. Une identité professionnelle positive, c'est vraiment de travailler sur soi et de donner un sens à ce que l'on fait comme enseignant, se poser la question à savoir bien, pourquoi je suis enseignante et pourquoi je fais ça. Et là, vous allez avoir des réponses qui vont fuser dans votre tête et de construire votre sens de l'enseignement, mais en ayant en tête que vous êtes votre propre outil, mais que vous êtes aussi quelqu'un qui a des forces de caractère et que ces forces de caractère-là peuvent contribuer à votre bien-être. Donc, ce n'est pas juste des éléments extérieurs qui vont faire en sorte que vous êtes bien ou pas bien au travail. C'est aussi vous qui prenez conscience de ce que vous êtes, puis prenez conscience de vos forces. Vous les savez, vos défauts. Hein? Il y en a qui vous disent, oui, mais il y a des défauts aussi. Oui, oui, vous les connaissez. Ceux-là, ils sont tellement faciles à nommer. Mais quand on prend conscience de nos forces, ben, c'est intéressant parce que ça nous aide à se construire, mais de façon positive. Ça nous donne confiance comme individu. Ça nous aide justement dans des moments où est-ce que ça va moins bien, d'aller puiser dans des ressources personnelles qui vont nous aider, puis qui vont nous aider à élaborer des stratégies qui vont fonctionner pour faire en sorte que quand on vit des émotions désagréables, ben, qu'on puisse d'une certaine façon les réguler, puis continuer, puis trouver des solutions. Donc, identité professionnelle, moi, ce que j'ajoute dans tout ça, c'est les forces de caractère qui vont contribuer justement à vous développer professionnellement, mais en ayant une image positive de vous-même. Et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Comment on fait pour découvrir des talents et des forces, puis ces talents et ces forces-là, ils contribuent, si on veut, à notre développement identitaire positif? Bien, développer une identité professionnelle positive, bien, il faut travailler sur ses représentations de soi, hein, donc qui je suis, puis aussi, bien, on met de l'emphase sur nos forces et nos qualités. Pas oublier les choses qu'on aime moins de nous, c'est bon, les défauts ou les choses à améliorer, mais c'est important de donner quand même de la place à ce qu'on est, mais de façon positive, et à ce que l'on possède. Donc, il faut prendre du temps pour réfléchir à ça à travers nos expériences. Puis toutes les expériences que l'on a, ça va alimenter le sens que l'on se fait de notre travail. Et si c'est le processus de découverte des talents, bien, comment on fait ça pour développer nos forces, puis avoir une vision peut-être plus positive de notre vie au travail au quotidien? Bien, il faut être à l'affût des situations quotidiennes qui permettent de mettre ses talents et ses forces à contribution. Vous vous connaissez. Peut-être que vous savez que vous avez du leadership. Bien, si vous savez que vous avez du leadership, bien, essayez de prendre la balle au bon quand il y a des occasions, des situations où vous pouvez exercer ça. Parce que vous allez faire en sorte de générer des émotions positives par rapport au fait que vous allez faire quelque chose de bien.
Ça va vous rendre fier, vous allez sentir que vous contribuez dans votre journée à un projet quelconque. Ensuite, ben, apprendre rapidement dans un contexte où on doit relever des nouveaux défis. Ben, la pandémie, je pense que ça, c'est la situation là, parfaite pour essayer d'apprendre rapidement. Puis on nous dit beaucoup de nous adapter ces temps-ci. D'un autre côté, je vous dirais qu'il faut quand même se donner des limites, dans le sens que l'adaptation est là, ses limites, puis c'est de bien se connaître que de dire à un moment donné que là, ben, les limites sont atteintes pour pas justement basculer plus vers la santé mentale qui est moins en santé, si on veut. Okay? Donc ça, c'est deuxièmement, le deuxième élément du processus. Ensuite, c'est s'engager dans une activité entièrement. Quand vous vous engagez dans une activité entièrement, vous avez des chances de vraiment vous engager, vous allez tirer des bénéfices de ça au bout de la ligne parce que les élèves vont être contents, ils vont vous dire que l'activité c'est bien ou des collègues de travail vont apprécier votre contribution. Donc, ça peut amener des bénéfices. Ensuite, ben, ressentir un sentiment de satisfaction dans des situations où les bénéfices émotionnels et psychologiques sont grands. Donc, souvent, ce qui arrive dans la vie, c'est qu'on a l'impression que ce qui nous arrive de mal, c'est notre faute. Hein? On y a contribué. Puis qu'est-ce qui nous arrive de bien? Souvent, c'est comme si c'était un hasard ou que comme si on avait été chanceux que ça arrive. Et pourtant, tout ce qui nous arrive de bien, on a quand même quelque chose à voir avec ça. Okay? Donc, on a peut-être déployé des forces de caractère, on a peut-être fait en sorte, on a posé des actions qui nous ont amenés à ressentir de la satisfaction, puis à vivre une expérience positive. Donc, on est quand même responsable, on pourrait dire pas tout le temps, là, parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler, puis que bon. Mais il y a beaucoup de situations positives qui arrivent, mais ils ont été générées parce que vous avez contribué à ça. Fait que gardez ça en tête. Et tout ce que je vous dis là, ça peut être aussi possible de penser ça en fonction de vos élèves. Parce que regardez les forces des élèves, voir qu'est-ce qui les rend bien. Des fois, ça va faire en sorte qu'on peut orienter nos stratégies pédagogiques plus dans ce sens-là. Finalement, gardez en tête nos réussites personnelles. Moi, quand je réussis quelque chose, puis je suis vraiment fière de moi, je le mets dans ma petite poche en arrière, comme on dit. Et quand ça va moins bien, je le ressors puis j'y pense. Parce que certaines situations, vous allez très bien faire, que vous allez être fier de vous, puis la même situation va arriver plus tard, puis vous allez vous dire, OK, là, vous n'allez pas être fier, mais si vous vous souvenez qu'une fois, c'est arrivé puis ça a bien été, des fois, on est capable de réussir à mieux réguler l'émotion négative que ça nous procure. Donc, tout ça, ben, la clé, c'est la réflexion. Ça va réellement bien aller. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un petit peu tannée de l'entendre, celle-là. Ça va bien aller. Là. Je comprends tout ce qu'il y avait autour de ça au début de la pandémie. Je comprends qu'on voulait donner de l'espoir aux gens. Puis, tu sais, bon, sauf que ça va bien aller. Il faut comprendre aussi que si on veut que ça aille bien, ben, il faut travailler pour que ça aille bien. Et le bien-être, c'est pas quelque chose de facile. C'est un effort constant, c'est un effort quotidien. Et c'est pas vrai que le bien-être arrive comme ça, sur un plateau d'argent, et il faut être conscient de ça. Donc, les gens qui vous disent dans des conférences qu'il s'agit juste de souhaiter et de lancer à l'univers des choses que ça va vous arriver, là, c'est totalement une idée ridicule, je pourrais dire, parce que le bien-être, ça se construit vraiment en se questionnant, en réfléchissant, en se connaissant bien. Donc, quel rôle les émotions ont dans le sentiment de bien-être que l'on ressent constamment? Bien, ils ont beaucoup à voir. Et quand on prend conscience de ça, des fois, on se rend compte que nos émotions vont aller teinter nos représentations d'une situation. Puis, ben, si on se connaît, puis si on se rend compte que ces émotions-là sont là, ben, on est capable d'agir, mais d'agir peut-être d'une bonne façon parce qu'on a pris conscience de tout ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les émotions désagréables ou négatives, c'est des informations importantes. Les gens vont vous dire que les émotions négatives, on les met de côté, puis on n'y pense pas, là, puis qu'on fait du déni. Là. C'est vraiment pas une bonne démarche pour construire une bonne santé mentale, pour construire un bien-être en enseignement, par exemple.
ou un bien-être dans la vie de tous les jours. Il faut écouter les émotions désagréables parce que les émotions désagréables ou négatives qu'on ressent, ça signale une nécessité de trouver des moyens de régulation, une nécessité de régler le problème. Okay? Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de cibler quelle émotion vous ressentez, puis par la suite, ben, de trouver des moyens de la réguler. Là, il faut faire attention, il faut la réguler de bonne façon parce qu'il y a des façons fonctionnelles de réguler une émotion, puis il y a des façons dysfonctionnelles de réguler une émotion. Donc, aujourd'hui, on va parler de façon fonctionnelle, là, parce que je n'ai pas plusieurs heures pour la conférence. Donc, vous voulez trouver des moyens de régulation. La régulation des émotions négatives, ben, ça bénéficie d'un lieu d'échange professionnel. En enseignement, quand vous ressentez des émotions désagréables, ben, c'est bien de les partager parfois avec des collègues de confiance. Parce que on peut en parler, puis on peut peut-être réussir à raisonner ensemble. Et souvent, la collaboration avec les collègues, ben, ça génère des émotions positives parce que les relations positives que l'on a avec eux, ben, nous aident justement à évoluer dans ces situations, dans les situations où vous vivez des émotions négatives. Puis, les échanges entre les professionnels, ça gagne à s'orienter vers une recherche de solutions. La pandémie, ce qu'on voit, c'est que dans les équipes écoles, dans certaines écoles, la collaboration a été tellement spontanée et positive que ça a aidé ces équipes-là à trouver des solutions ensemble, à collaborer avec les conseillers pédagogiques souvent, parce qu'eux aussi ont été vraiment au front depuis le début de la pandémie. Donc, travailler en équipe, enseignante avec la direction, les conseillers pédagogiques pour réussir à élaborer des solutions malgré les défis là, qui étaient quand même assez grands, puis qu'ils sont encore. Là. Donc, ici, c'est comme un processus pour réussir à justement réguler les émotions. Quand on dit réguler, c'est d'essayer de trouver un moyen de régler le conflit qu'on a intérieur, puis ce que ça nous fait ressentir cette émotion-là. Les émotions désagréables, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la trahison, la frustration. Donc, c'est des émotions. Et souvent, ben, ce qui arrive, c'est qu'après, ces émotions-là vont se transformer en anxiété, en stress. Donc, il y a vraiment un processus qu'on se dit, ben, si on veut être bien, ben, il faut en prendre conscience. Donc, j'ai des petites mises en situation ici parce que je trouvais ça quand même intéressant de réfléchir ensemble, mais réfléchir à 364 personnes, c'est difficile de donner la parole à tous. Mais je vais faire deux petites mises en situation ici. Et dans le clavardage, je vais vous demander de me dire si l'une des deux situations a rapport avec votre vécu, parce que là, j'ai essayé du mieux possible là, d'organiser les choses pour que ça puisse vous parler comme enseignant en AFP. De me dire l'émotion désagréable que vous ressentiriez par rapport à cette situation-là. La première, c'est qu'on mettra en quarantaine un groupe dans lequel vous enseignez parce qu'il y a un cas de COVID-19. On vous demande de faire, dans la mesure du possible, de l'enseignement à distance. Et la deuxième situation, c'est plusieurs élèves, par leur absence en classe, parce qu'elles ou ils travaillent dans un service essentiel, accumulent un retard considérable quant au contenu du programme. Donc, quelles sont les émotions désagréables que l'une de ces deux situations-là peut susciter chez vous? Il y en a qui disent que ça ne va pas si bien aller. Pays des licornes, oui. Donc, la panique. Le sentiment de contrôle égale panique, hein, parce que les enseignants, on veut contrôler tout. Puis là, la situation de la pandémie, on dirait qu'on a perdu le contrôle de beaucoup d'aspects de notre travail. L'anxiété, l'incompréhension, la surcharge, la désorganisation. Ça, c'est vrai qu'on est désorganisé. Tous les enseignants du Québec entier, quel que soit l'ordre d'enseignement, ont été désorganisés par rapport à la pandémie. Puis là, c'est la façon de s'organiser qui va peut-être être garante d'un meilleur bien-être ou d'un mal-être aussi. Donc, des fois, ça peut être surcharge de travail, manque de temps, être débordé, être désorganisé. Ça revient souvent, ça. Le doute. C'est vrai c'est la fameuse incertitude. Hein? On a eu là, de l'incertitude, là, on a de l'incertitude depuis le mois de mars. On est toujours dans le doute, puis ça vient vraiment générer des émotions négatives parfois parce qu'on a l'impression
on n'a pas la réponse, mais une façon peut-être de réguler l'émotion qu'on ressent, c'est de se dire qu'on n'a pas, il faut lâcher prise. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et lâcher prise peut devenir peut-être une solution à certaines situations que l'on vit qu'on n'a pas de contrôle. Ah oui, le stress d'être infecté, puis la vulnérabilité. Moi, je pense là, surtout là, aux enseignants qui sont dans le domaine de la santé, qui doivent aller dans le milieu, qui doivent probablement travailler avec des cas de COVID peut-être et tout ça, tout le stress que ça génère. Puis là, après, ben, on revient, on doit enseigner aussi aux étudiants, aux élèves. Ça, je peux comprendre vraiment. Donc, vous voyez que au niveau des émotions, les mises en situation vont susciter des émotions désagréables. Mais je ne vous laisse pas là-dessus parce qu'on ne terminera pas une conférence en terminant sur des émotions désagréables. On va voir quels moyens on va entreprendre pour justement gérer ces émotions-là. Et comme je vous disais, il y a des moyens qui sont fonctionnels et il y a des moyens qui sont dysfonctionnels. Donc, on va aller quand même dans les stratégies à mettre en place pour réguler une émotion désagréable fonctionnelle. Mais je vais vous parler des petites dysfonctions des fois. Okay? Donc, c'est premièrement d'exprimer ses émotions, de les partager avec nos pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, de les verbaliser, de les cibler, de savoir. Et ça, là, je travaille au primaire auprès d'enfants, puis les enseignants vont vraiment travailler sur nommer l'émotion chez les enfants. Bien, comme adulte, il faut être capable de les nommer aussi. Ça aide justement à ouvrir le dialogue pour essayer de réguler l'émotion. Beaucoup de personnes, par contre, ben, vont s'isoler, malheureusement. Puis, ils vont le garder pour eux, ou ils vont nier que ça existe, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est une façon dysfonctionnelle de faire. Ensuite, réorienter notre attention. Ça, c'est vraiment une belle stratégie. C'est-à-dire que vous avez une émotion désagréable. Ben, pourquoi vous ne prenez pas un petit 30 minutes pour, je ne sais pas moi, aller lire un livre, juste réorienter votre attention pour revenir en force. Donc, ça, c'est une stratégie aussi. Donc, se distraire, trouver des activités qui vont générer des émotions positives, aller prendre un café avec un collègue, juste pour se changer d'idée. Après, on revient, mais au moins, ça nous aide à réguler. Ensuite, ben, augmenter sa flexibilité psychologique au travail. Ben, c'est vraiment d'accepter qu'on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. C'est vraiment, ce qu'on peut contrôler présentement, c'est vraiment les propres perspectives qu'on a, nos représentations, nos attitudes et nos actions à entreprendre. Ça, on peut contrôler ça. Mais on ne peut pas contrôler certaines affaires qui ne sont pas contrôlables. Donc, essayons de trouver notre zone de confort dans ce qu'on peut être capable de contrôler, tout simplement. Ensuite, ben, effectuer un changement cognitif. Ben, un changement cognitif, c'est vraiment de réévaluer la situation par rapport aux croyances, aux valeurs que l'on a. Et ça, c'est vraiment important pour nous aider justement à faire cheminer aussi notre point de vue par rapport à ça, faire cheminer nos représentations. Peut-être que nos représentations de la situation ne sont pas nécessairement garantes de la réalité. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte des fois, dire, OK, ouais, peut-être que j'ai mal perçu les choses. Ça peut nous aider. Et ben, mettre en œuvre des techniques physio-relaxantes, ben, pourquoi pas aller prendre une petite marche, aller respirer de l'air frais, faire la pleine conscience du yoga. Moi, je ne suis pas très amatrice, mais je trouve ça extraordinaire. Mais il y a des gens qui ne sont pas amateurs, ben, faites un jogging. Et la façon peut-être la plus dysfonctionnelle par rapport à cet élément-là, ben, c'est de prendre la drogue ou prendre notre coupe de vino, mais à tous les repas, là, parce qu'on veut comme réguler l'émotion. Donc, il faut vraiment s'orienter vers des façons de faire qui vont nous aider à trouver des solutions, qui vont nous aider à gérer ces émotions-là, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Puis, si notre objectif, c'est de ressentir du bien-être au travail, bien, il faut vraiment s'attarder à ça. Puis, il faut être conscient que ces émotions désagréables-là, bien, il faut les gérer. Puis, si on est capable de... Des fois, puis ici, je vais vous le dire, des fois, il y a des journées qu'on n'est pas capable. Puis, il y a des émotions qu'on vit qu'on ne peut pas mettre de côté tout de suite. Puis, ça prend du temps. Puis c'est normal. Mais l'important, c'est d'y réfléchir pour essayer de trouver sa solution.
être capable de régler le problème. Donc, c'est peut-être plus ça que je vous dirais. Puis des fois, ben, il y a des situations qui sont irréversibles puis qu'on ne peut rien changer. Tu sais, imaginez quelqu'un qui a une maladie incurable. Ben, tu sais, on ne peut pas changer le fait que la personne a une maladie incurable. Mais on peut changer, si on a la maladie, la façon de percevoir les choses. Et dire, ben, j'ai la maladie, ben, je vais me battre, ben, je vais profiter du mieux que je peux de la vie que j'ai. Je vais essayer d'avoir des relations positives. Tu sais, il y a toujours moyen de réussir à réguler les émotions et garder espoir malgré tout. Donc, c'est un petit peu là, ça que je voulais vous dire. Donc, pour conclure, c'est que l'incertitude, ben, ça qu'amène la pandémie, ça favorise pas toujours le bien-être en enseignement, on va se le dire. Que la prise de conscience des éléments qui nous procurent du bien-être et nos forces de caractère qui nous aident ça nous aide à être résilients et à s'adapter aux situations en contexte de travail. Et aussi, ben, on n'a aucun contrôle sur l'avenir, mais on peut travailler à construire une identité professionnelle positive par la réflexion sur soi. Ça va nous aider à gérer nos émotions et à trouver des solutions, mais ensemble. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé ce temps, cette petite heure pour parler de quelque chose de passionnant pour moi. Je vis une passion très harmonieuse, soyez pas inquiets. Je vous souhaite vraiment que les choses se placent, que vous réussissiez là, à construire là, une vision optimiste de la situation malgré les difficultés. Puis, ben, je vous remercie encore beaucoup. Puis, je suis prête à prendre des questions si vous en avez. J'ai pas vu beaucoup de Nancy. questions. Là, on voit juste Ouais, des, moi merci j'en ai. beaucoup, Nancy. J'ai deux questions, Angie, t'as Nancy. des questions? Vu qu'il reste un petit peu de temps. On y va. J'ai Oui. qui a élaboré la théorie des deux passions, harmonieuses ou obsessives? Oui. C'est Robert Valran. Robert Valran, je crois même qu'il y a un centre de recherche à l'UQAM. Lui est en psychologie organisationnelle. Il a écrit en 2015. J'ai vu là, tantôt passer dans le chat là, son ouvrage en 2015. Et il parle de la dualité des passions, la passion harmonieuse et la passion obsessive. C'est vraiment intéressant parce que pendant toute sa vie, il a étudié la passion, mais dans des activités. Donc, la passion par rapport au sport, la passion par rapport au jeu, la passion par rapport à toutes sortes d'occupations que les individus peuvent avoir. Et il a analysé ces deux types de passions-là à travers là, les activités. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'écrit M. Valran. Là. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup. Fait que les gens s'en vont dans leur... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y avait pas de questions. Ben oui. Il y aura un lien pour le test. Ah! Est-ce qu'il y aura un lien pour le test? Oui. Oui, tu vas le mettre sur ta présentation, tu dis, hein? Oui. Ben, je pourrais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ben, sur cette page-là qu'on voit, je vais mettre lien pour le VIA Survey. Parfait. Je vais le mettre là. Donc, je vais vous le renvoyer là, pour que vous puissiez partager là, le bon diaporama. Parfait. Peux-tu aussi remettre le lien, pas le lien, mais le nom de la personne pour les deux passions, s'il vous plaît? Aussi? Oui, c'est Robert Valran. Si tu veux le mettre en même temps avec ton lien à la fin de ta présentation. OK? Ah, OK. Je l'avais mis dans le parce qu'on le perd dans le clavardage, mais c'est parce que le monde a écrit tellement des merci puis que ça a été bien fun. Oui, c'est vrai. Que les... Ah, ben, je suis bien contente. Si ça peut avoir aidé quelqu'un, je suis bien contente. Les gens s'en vont dans leur dernière séminaire, donc pour 2 heures. Donc, merci Nancy. Ben, c'est bien parfait. Bye bye. Ça me fait plaisir. Bye.